Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico à cette deuxième édition de Montre-moi ta collection. Aujourd'hui, je suis allé voir un vieil ami que j'ai connu du temps de l'université, de mes études universitaires. Il s'appelle Anthony Patstone. Il a une super belle collection de films, de DVD, de Blu-ray, de 4K. C'est un amoureux de giallo, de films d'horreur, de cinéma de genre. Il y a toutes sortes de films dans sa collection. C'est un gars que j'ai fait tourner dans mes films. J'ai fait un film qui s'appelait Jack Hunter contre la machine infernale. Il joue un méchant là-dedans qui se fait littéralement tuer par une banane. J'avais donné un surnom à ce méchant-là. Je l'avais appelé Deep Throat pour la manière ridicule avec laquelle il se fait littéralement étouffer avec une banane. Vous irez voir Jack Hunter sur la machine, contre la machine infernale qui est disponible sur le Ciné-Club de Rico. Maintenant, on s'en va chez Anthony Patstone découvrir sa magnifique collection de films. Restez là. Alors, bienvenue à cet deuxième épisode de Présente-moi ta collection et je suis avec un bon ami, un ami de longue date, Anthony Patstone. Tony, on se connaît depuis l'université, on a fait des films ensemble, Ouais. on a partagé on partage beaucoup de souvenirs avec le cinéma. Ouais. C'est une passion commune, Ouais. Tony. Puis, je dois dire en partant que t'es un cinéphile qui est cher à mon cœur parce que de tous les cinéphiles que je connais, puis j'en connais beaucoup, t'es peut-être celui qui a eu le plus d'influence sur ma cinéphilie parce que tu m'as fait connaître beaucoup de films. Entre autres, je me souviens quand on était à l'université puis on commençait à se connaître, quand je suis allé chez toi les premières fois, je voyais les vidéocassettes parce que t'avais des vidéocassettes dans le temps. Tu sais, je voyais des titres que je connaissais comme Sleepaway Camp, des choses comme ça. Ouais. Mais plein d'autres titres que je connaissais pas. Tu sais, toi, t'étais déjà un peu avant-gardiste dans ce temps-là parce que je me souviens que t'écoutais du cinéma d'horreur italien que je connaissais pas du tout. Les films de Fulci, les films de Dario Argento. À ce temps, c'est populaire. Tout le monde a ça. Mais on s'entend dessus que dans les années 90, au Québec surtout, c'était pas populaire. Les gens connaissaient pas ça. Mais toi, t'étais un peu à l'avant-plan de ça. Puis, j'en viens à ma première question. Comment tu réussissais à toujours, puis t'as toujours fait ça un peu avec le cinéma d'horreur, un genre que t'as toujours pris au sérieux, alors que, à une certaine époque, c'est un genre que personne prenait au sérieux. Maintenant, il y avait un peu de snobisme par rapport au cinéma d'horreur, là, mais je pense que maintenant, ça a évolué aussi l'horreur un peu, là, puis c'est très, très apprécié maintenant. De plus en plus. Je pense que c'est un des genres aujourd'hui qui est le plus en santé au cinéma en ce moment, le cinéma d'horreur. Tu sais, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui commencent dans le cinéma d'horreur d'ailleurs. Ouais. Plus tard, font des choses le plus oscarisées, là, fait que, mais ils commencent par l'horreur. Mais toi, là, qu'est-ce qui fait que dans ce temps-là, comment tu faisais pour connaître ces films-là? Tu faisais des recherches dans les magazines ou des choses comme ça, Fangoria? Oui, ça a commencé effectivement. Ça a commencé avec des films d'horreur plutôt conventionnels, comme dans The Shining. Ouais. J'ai beaucoup aimé j'ai Jaws. Tu sais, je tripais ces requins quand j'étais plus jeune. Ça, c'est les films que tu écoutais quand tu étais jeune. Là. Fait que tu sais, l'horreur, ça a commencé comme ça, dans des films plus classiques, là, tu sais. Ouais. Mais éventuellement, j'ai comme voulu aller plus loin un petit peu, là. Fait que j'ai acheté beaucoup de Fangoria, oui, c'est vrai. Les revues européennes, sûrement aussi. Je peux pas t'en nommer je peux pas t'en nommer parce que j'ai comme oublié un peu, là. Mad Movies, ces affaires-là. Oui, c'est ça, ouais, Mad Movies en est un, ouais. Parce qu'il fallait que tu sais, comme, je me souviens que tu m'avais fait écouter de Beyond, de Lucio Fulci. On va le voir tantôt dans tes étagères. Il y a beaucoup de giallo. Le giallo, moi, je connaissais pas ça. Avant que tu t'arrives, puis tu commences à me prêter des titres en giallo, puis de giallo, puis
me faire découvrir ce Ben, genre-là, voyez- avec lequel je suis littéralement tombé en Je amour. dois mentionner une chose, c'est le cinéma Cartier qui m'a fait découvrir les premiers Argento et les premiers Fulci. Ça, le cinéma Cartier, dans le temps, il y avait un club vidéo C'est là. un club vidéo. Ouais. Ouais. Tu pouvais louer les films Ouais. là. Maintenant, là, c'est du cinéma. Maintenant, ils passent des films, là. Ouais. Mais c'était un club vidéo à l'époque des années 90. Ça, tu connaissais le gars qui était là-bas, puis c'est lui qui te conseillait sur les films Oui. à voir. Oui. Puis toi, tu sais, t'as toujours été un cinéaste, je dirais, pas un cinéaste, un cinéphile aventureux. Tu sais, qui va toujours un peu, dans l'horreur, en tout cas, t'es ma référence, parce que, on va se le dire, les films d'horreur, sont pas tous bons non plus, là. Tu sais, sont pas tous bons, les films d'horreur. Non, non. Mais toi, t'as toujours réussi à trouver les pépites. Tu sais, les films d'horreur qui sont, tu sais, je me souviens, on va sûrement le retrouver tantôt, je me rappelle pas du titre, mais tu m'avais montré un film d'horreur à un moment donné. C'était tourné par une femme, je sais pas, ça venait de quel pays. Woman Walk at Night, ou je sais pas trop, ça se peut-tu? Ah oui, oui, oui. Effectivement, c'est... On va le retrouver tantôt. Mais, tu sais, tu m'es arrivé avec The Girl walks home alone at night, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis on regardera tantôt. on regardera, puis c'est un film que j'ai trouvé super trippant, puis j'avais jamais entendu parler de ça. Mais ça a toujours été ça avec toi, tu sais, t'es toujours arrivé avec des choses comme ça. J'aime ça faire des découvertes. Ouais. Puis, tu sais, c'est parce que souvent, des fois, quand tu parles avec les gens trippent, tu sais, quand on connaît tout Evil Dead, on connaît tout Friday the 13th. Mais je les aime aussi. Oui. J'aime ça, les classiques, puis j'aime aussi tous les genres. Je veux dire, j'ai Star Wars, si je trippe sur Star Wars. Ah oui, on a tout trippé là-dessus. Justement, quand tu étais jeune, Star Wars, tu as découvert ça au cinéma, j'imagine? Oui. C'est mon père qui m'a amené au cinéma. Ouais. Ça a été lequel? Moi, j'ai vu le premier au cinéma. Moi, j'ai vu un programme double. OK. J'ai vu, c'était ce qu'on appelle maintenant l'épisode 4 et l'épisode 5, qui passaient les deux un après l'autre. Il faisait beaucoup de programmes doubles. A New Hope et Empire Strikes Back. C'est ça, ouais. Donc, tu les as découverts au cinéma. Ouais. Moi, ça a été probablement le film Star Wars qui m'a fait aimer le cinéma. Qui a fait que, tu sais, je me souviens, c'est mon plus vieux souvenir au cinéma. Ben, vois-tu, moi, le film qui a fait que je voulais aller étudier en cinéma, parce que j'ai étudié en cinéma, hein, on s'est connus là. Ouais, on s'est connus là. C'était Le Silence des agneaux. Love your suit. The Silence of the Lambs. Ouais, Jonathan Demme. Ce film-là, quand je l'ai vu, j'ai dit, là, je veux faire ça du cinéma, moi. Oui, ben écoute, c'est un film impeccable, là. Tu sais, je veux dire, c'est parfait, ce film-là. Ça m'a marqué, puis ça me marque encore. D'ailleurs, on va le voir tantôt, avec ma collection, là. Hannibal Lecter. Ouais. Non, ça a marqué l'imaginaire de beaucoup de cinéphiles. Ouais, puis, moi, personnellement aussi, c'est ça. Moi, j'avais lu le roman Silence of the Lambs avant de voir le film. Moi aussi. Sur le coup, souvent, quand tu lis le roman et tu vois le film, des fois, tu es déçu par le film. Ben, on pouvait pas être déçu par Silence of the Lambs. Le film était tellement bien tourné. Il aurait pas pu être mieux adapté que ça au cinéma. Les deux sont aussi bons. Le roman est un chef-d'œuvre en soi. Ouais. De la littérature américaine, là, contemporaine. Là. Ouais. Mais puis le film est pas mal égal au roman, je dirais. Là. Ça arrive à la cheville du roman. Là. Ouais. Puis toi, comme collection. C'est rare. Oh oui, c'est rare. C'est vraiment souvent, rare. il y a des films, les films sont moins bons. Et des fois, il y a des adaptations cinématographiques, des fois, qui sont supérieures au roman. Ça a été le cas de Shining. The Shining, oui. Puis Stephen King sera pas content de vous entendre dire ça. Mais moi, Stanley Kubrick, c'est le top du top, là. Oh, oui, on va le voir. C'est le maître il y a Stanley Kubrick puis il y a tous les autres, selon moi. Je pense qu'on va le voir dans ta collection. Tantôt, tu as une zone qui est spécialement dédiée à Stanley Kubrick. Ouais. Et on va bientôt aller voir la collection d'Anthony. On va se promener avec lui. On va regarder vous allez voir qu'il y a des très, très bons goûts de cinéma. Ma question que je vais te poser en tant que collectionneur, ça a commencé où ton désir de collectionner des films? C'est quand j'ai découvert le Giallo. Ouais. Parce que c'était pas des films que je trouvais en magasin dans les HMV puis tout ça. À l'époque, c'était HMV qui existait, là, puis d'autres. Puis comment tu t'es procuré? Du genre, là. Ben, j'ai fait des recherches. Souvent, ça a commencé un petit peu avec Amazon aussi, parce qu'Amazon, il y avait ça, eux autres, des Giallo. C'était quasiment les seuls vendeurs. Moi, j'ai commencé à acheter en ligne assez tôt, à l'époque où c'était moins fréquent, là. Ouais, tu commandais tes films? Je commandais mes films, les Giallo, parce que j'ai trouvé là. Il y a d'autres places où j'en ai trouvé aussi, là, comme sur place, là. Mais maintenant,
les trouves plus en magasin, là. Ben, Faut que tu les achètes en ligne de la compagnie en soi, comme si c'était, par exemple, une compagnie comme le Chat qui fume, ouais. on en a déjà parlé. Bon, tu commandes directement du Chat qui fume ou tu commandes des places comme Amazon ou Unobstructed View aussi, Ouais. qui est un magasin en ligne canadien. Puis sinon, ben c'est ça, tu peux commander aussi de d'autres endroits, là. Mais à l'époque, c'est ça, c'est vrai que c'était difficile de trouver des films un peu plus nichés comme ça. C'est ça. Il y a des petites compagnies aux États-Unis qui ont commencé je me rappelle pas des noms, là. Je Il pense y que Blue avait Underground. Anchor Bay. Anchor Bay Blue Underground. qui sortait Ça beaucoup de existe films. encore, Blue Underground? T'en as-tu encore des Anchor Bay puis des Blue Oui, Underground? j'en ai quelques-uns. On va aller voir dans ta collection tantôt. Donc, on va aller explorer la collection de Anthony Patstone. Moi, je l'appelle Tony, c'est mon vieux chum. Moi, je l'appelle Rico. C'est Rico. C'est pas pour rien que c'est le ciné-club de Rico. Donc, on s'en va explorer tout de suite la belle collection de Anthony Patstone. Alors, on y va. Oui, C'est on parti. va commencer par ma collection Kubrick. Oui, on va aller voir la collection Stanley Kubrick. Ici, Oh, yes, sir! tout ce que j'ai ici, c'est Stanley Kubrick. Ouais. Évidemment, c'est un des grands réalisateurs de tous les temps. Tu peux-tu nous sortir le stock un peu, nous montrer un petit peu? Oui, tout à fait. Bon, ça ici, en haut. J'ai des livres. Hein. Moi, j'aime beaucoup les livres aussi sur le cinéma. Ici, c'est un livre sur le making of de 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, 2001, A Space Odyssey. Dirais-tu que 2001, moi, je te pose la question, mais je sais un peu la réponse. Ouais. 2001, ça fait partie pas mal de ton top 10. Hein. Ça fait partie de mon top 3. De ton top 3. Moi, moi, ça me fascine parce que toi, tu as toujours été capable d'établir vraiment tes 10, 20 films préférés. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça. Je pense que j'en ai 8 qui reviennent tout le temps. Ouais. Des fois, ça change entre le 9e et le 10e, là, mais les 8 premiers, je pense que ça change pas. Fait que là, ça, c'est un livre sur 2001. 2001, puis il y a vraiment des belles affaires là-dedans. Là. Ça doit pas être un livre très commun, ça. Hein? Ça doit pas être quelque chose Ça, je l'ai eu en cadeau par mes parents. Ah oui. Wow. Et puis, oui, c'est vraiment, il y a des belles images là-dedans, il y a des descriptions incroyables, tout le behind the scenes, regarde ça, il y a beaucoup de lectures à faire aussi, là, et il parle beaucoup des photos. Plein de photos, évidemment, puis etc., etc. Ouais, c'est magnifique. Et puis, ouais, fait que il y a des grosses photos en plus. Vraiment superbe. Des photos très rares aussi qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Donc, fait que ça, c'est comme l'ornement au-dessus de ton meuble, ta collection Kubrick. Ouais. Ici, en dessous, c'est ce qu'on voit là, écrit Kubrick. C'est un... Oui. C'est-tu des DVD, des Blu-ray? Ou... Ça, c'est des Blu-ray. OK. C'est un coffret. Tu as toutes C'est un coffret de quelques films de Stanley Kubrick, en fait, plusieurs, la majorité. OK, mais pas les premiers. Pas les premiers. Okay. Il y en a fait 13 films, feature films, ce qu'on appelle, là. Ouais. Il y en a fait 13, puis je pense qu'il y en a 8 ici. Il y a Lolita, Doctor Strangelove, Docteur Folamour, 2001, Clockwork Orange, Orange Mécanique, Barry Lyndon, il y a The Shining, évidemment, qui est probablement son plus connu. Full Metal Jacket, assez connu aussi. Ouais. Puis Eyes Wide Shut, un de ses films les plus sous-estimés. Ici, à côté, c'est ceux qui sont pas dans cette collection-là. On est ici. Ouais. On voit The Killing. The Killing, oui. Il y a The Killing. Il y a aussi le film qui est venu avant The Killing, Killer's Kiss, qui est là-dessus aussi. Oui, c'est vrai, il est en bonus. Ça, c'est le Criterion. Oui, c'est Criterion qui font des maudites belles éditions. Ici, il y a Paths of Glory, Les Sentiers de la Gloire. C'est un des plus beaux films. Je trouve Paths of Glory sur... J'ai même Spartacus. Oui. Mais Paths of Glory, c'est un des plus beaux films sur l'impact de la guerre, sur... ce film-là est extraordinaire. Tu sais, le personnage que joue Kirk Douglas là-dedans, je pense que c'est peut-être une de ses plus belles performances en carrière. Là. Ah oui, oui. C'est vraiment prenant. Fait que vous avez vu la section 2001. J'ai même quelques petits livres aussi, là. J'ai même le roman 2001. Oui, puis t'as acheté ça c'est le 4K de 2001. Ouais, le 4K de 2001, oui. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ici, on descend un peu. Oui. On voit ici un peu ta collection Criterion. Oui. C'est pas mal tout ici, tout est Criterion. Oui, tous les Critérions sont là. Fait que je regarde un petit peu. Le Criterion Collection. OK, t'as du Bergman ici, Bergman Island. OK, super. Les films de Buñuel. Oui. Ça, t'es un fan de Buñuel, j'imagine?
J'aime surtout ces films plus tard, après Belle de jour, genre, là. C'est comédie, plus, un peu. Ouais, Ben ça, par contre, j'ai aimé Exterminating Angel, là. Je sais pas comment on ouais, mais l'appelle il y a en toujours un peu d'humour, pareil, dans ces films. Oui, il y a c'est toujours ça. un petit peu d'humour, ouais. C'est pour ça que je dis c'est comédie. Là-dessus, Ouais. comme les charmes discrets de la Ah oui, bourgeoisie, c'est je drôle. l'adore, ce film-là, puis c'est drôle aussi. Ouais. C'est une belle trilogie, ça. Le fantôme de la liberté, Oui, cet obscur objet de désir. ouais. Ici, le Godzilla original, Oui. qui C'est beau. est Ça, c'est un DVD. un J'ai encore DVD. des DVD, là. J'ai pas juste des Ça, DVD. c'est ça, on peut tout dire que c'est un des meilleurs Lynch, Oui. Mulholland Drive. Mon préféré de David Lynch. C'est ton préféré, Oui, ça? c'est mon préféré de David Pour Lynch. quelle raison tu dirais que c'est ton préféré? Ah, j'aime beaucoup le mystère, c'est très énigmatique, là, puis il y a une ambiance là-dedans, puis tu sais, il y a de l'atmosphère, là, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas correct dans le film, Ouais. là, tu sais. La cinématographie aussi, puis Ouais, la musique, ouais. on dirait tout Les ça. actrices aussi. Ici, on a 1984, vraiment, ça c'est un classique. Ouais. Là, on va toucher une corde qui est très sensible pour toi. Antonioni, c'est un cinéaste qui fait partie vraiment de ton top. Là, on parlait je pense, de Kubrick, mais là, Antonioni... Michelangelo Antonioni, c'est mon deuxième. Là. C'est le deuxième, ça hein? vient après Kubrick, là. Donc, tu sais, il est juste en dessous de Kubrick, on le voit, là, mais... parce que je sais que tu dois avoir l'Aventura quelque part là-dedans. L'Aventura, il est ici. L'Aventura. Ça, je le considère comme mon film préféré de tous les temps. C'est vraiment un film Ça extraordinaire. l'est depuis que je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu, j'étais... C'est-tu dans tes études en cinéma? Début vingtaine, j'ai vu ça. Puis non, ça me tentait de le voir. Quand j'étais étudiant en cinéma, oui, j'ai découvert des films, mais en même temps, j'ai voulu en découvrir aussi. L'Aventura, c'est peut-être, moi, à mon avis, peut-être un des plus beaux films visuellement de l'histoire du cinéma. C'est tellement énigmatique en même temps. Tu sais, c'est un film, au début, c'est une femme qui disparaît sur une... une J'aime beaucoup, moi, l'ambiguïté. Ouais. Le mystère. Des choses qui sont pas nécessairement... On n'a pas les réponses nécessairement claires là, dans le film. Là. Ouais. C'est pour ça que beaucoup que j'aime Kubrick aussi, c'est parce que c'est l'ambiguïté. Puis Antonini était très fort là-dessus aussi. Il y a beaucoup de bonus là-dessus, évidemment. Mais c'est ça, c'est la cinématographie, le cadrage des films d'Antonioni est exceptionnel. Tu sais, la façon de cadrer l'image. C'est un grand visuel. Tu sais, côté visuel, c'est un des grands maîtres, là, avec quelques-uns, mais d'autres, mais mon Dieu, qui est fort là-dessus. Moi, je l'avais découvert la beauté Antonioni est très présente dans tous ses films. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais vu le film la première fois, je l'avais vu dans un cours de cinéma. Ouais. Je m'étais dit, c'était la première expérience que j'avais avec un film de ce genre-là. Ça a vraiment un rythme unique, ce film-là. Les images sont... chaque image du film vient te hanter, vient te chercher. Impeccable. Chaque image est comme une peinture. Au début, c'est sur une île. Hein, c'est ça, c'est une femme qui disparaît. Oui. Il y a comme deux parties dans le film. Oui, parce qu'à un moment donné, cette partie-là devient presque pas importante dans la deuxième partie du film. C'est un film vraiment unique. J'ai fait ici, on a ici un film de Lars von Trier, Antéchrist. Oui. Lars von Trier, tu l'aimes, ce cinéaste-là? Il y a certains films que j'aime moins. OK. Je le trouve un petit peu inégal, mais il expérimente beaucoup. Hein. C'est un cinéaste qui aime ça expérimenter, puis ça, je respecte ça à fond. Puis ça, c'est un film, tu sais, qui avait fait beaucoup parler quand c'était sorti Antéchrist. Effectivement, il y a des scènes assez tough. Ça reste très controversé. Là, oui. Mais oui, ça, j'ai fait un spécial sur ce film-là. J'adore ce beau petit film. Bicycle Steve, qui est peut-être un des films les plus... on parlait de l'Aventura, qui est très beau visuellement. Ouais. Mais ce film-là, c'est un beau film tout court. C'est extraordinaire. Rio de Sica, qui est le réalisateur. Là. Puis quelle belle histoire, tu sais, c'est ce qui est le fun avec... Relation père-fils, moi j'ai deux garçons. Là. Oui. J'ai deux gars, fait que ça t'a touché particulièrement. Ça me touche beaucoup, ce film-là aussi, encore plus maintenant que quand je l'ai vu plus jeune. Ben, l'image, à la fin du film, du petit garçon qui prend la main de son père, tu sais, qui était littéralement, son père vient de subir une humiliation totale devant son fils. Et là, on voit son petit garçon qui regarde son père puis qui prend sa main. C'est une des images, à mon avis, les plus... C'est très émouvant, c'est très touchant. C'est très émouvant, Bicycle Thief, c'est vraiment... Ça doit figurer dans à peu près, je pense, toutes les collections de collectionneurs, des amoureux de cinéma sérieux. Ah oui. Blowout, on peut-tu dire que c'est le meilleur de Palma? En tout cas...
Oui, Carrie aussi, un Carrie. des top 3. Un des top 3, Avec définitivement. Carrie, puis mais c'est difficile. Just to Kill. Just to Kill, Ouais. très bon aussi. C'est tellement difficile De Palma parce qu'il a tellement fait de grands films. Moi, je pense que, écoute, De Palma, tu sais, c'est un peu un genre on pourrait-tu dire que c'est un remake du film C'est un d'Antonioni? gars qui expérimente beaucoup. C'est un petit peu un remake, mais américanisé, on dirait, mais quand même très, très bien fait, là, très bon. Ouais. De Blow Up. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est un remake un peu de Blow Blow Up. Up, qui est un film encore de Michelangelo Antonioni. Très beau visuellement, bien sûr, comme Ouais. toujours. Ouais. C'est un photographe qui est joué par David Hemmings, qui prend des photos dans un parc, puis qui va soupçonner à un moment donné qu'il a vu peut-être qu'il a photographié un meurtre. Oui, mais encore là, les réponses ne sont pas claires. Exact. Mais c'est ce qu'on aime du cinéma d'Antonioni. Peux-tu continuer un petit peu dans la collection Criterion? Ici, j'ai évidemment Breathless. Du Godard. On appelle à ça à bout de souffle. À bout de souffle. C'est un film français? Oui, c'est un film français. C'est peut-être, tu sais, les gens parlent de la nouvelle vague française, c'est François Truffaut, mais aussi Godard et beaucoup d'autres cinéastes. Godard, ouais. Mais peut-être que le film phare de la nouvelle vague, c'est celui-là. Le plus symbolique. Le plus symbolique. Ouais. C'est peut-être celui qui est devenu le plus culte de tous les films de la nouvelle vague française. Je pense que ça, Jean Seberg, l'actrice dans ça, est devenue comme iconique un peu grâce à ce film-là. Là. On voit encore des images d'elle qui, dans des mèmes ou sur les médias sociaux et ainsi de suite. Là, des posters de Belmondo. Des posters de Belmondo et en tout cas, à bout de souffle, là, c'est un film symbolique vraiment là, de la période de la nouvelle vague française. Ce qui est remarquable de Godard, c'est son habilité à expérimenter avec le cinéma. Il a utilisé un peu le cinéma comme une espèce de laboratoire où il a vraiment expérimenté à travers ses films. Il a expérimenté beaucoup, beaucoup. Puis encore une fois, je respecte ça. Oui, puis moi, j'avais un peu de misère avec Godard, on dirait, quand j'étais plus jeune. Mais c'est un cinéaste que j'ai appris à aimer en vieillissant, on dirait, beaucoup plus. Des fois, souvent, ça arrive aussi, hein, on évolue en tant que personne, surtout en tant que cinéphile. Ouais. Hein, plus on voit de films, plus on développe nos goûts et nos intérêts. Ici, je vois, on vient un petit peu dans le haut, Pandora's Box avec Louise Brooks, qui était très, très joli à l'époque. Un film de J.W. Pabst. Oui. Ici, Persona, ça c'est un film remarquable d'Ingmar Bergman. Ça c'est un chef-d'œuvre. Oups, j'ai. Bon, c'est pas grave. Ça c'est vraiment une belle édition de Criterion. Toi, t'es-tu du genre je te pose la question, mais je suis pas mal sûr que oui. Tu passes sûrement au travers des bonus features. Pas mal. Pas les trailers pis ces affaires-là. Les trailers, je trouve ça moins intéressant. Écoutes-tu des fois les pistes... Les documentaires Criterion font des très bons documentaires, là, sur les entrevues aussi. Là. Écoutes-tu des fois les pistes de commentaires, des fois, avec le réalisateur? J'adore écouter les pistes de commentaires, surtout des films qui m'intéressent. Ça, c'est une affaire que je comprends pas. Tu sais, souvent, les gens écoutent pas les pistes de commentaires, mais c'est comme si tu avais un accès privilégié au réalisateur. C'est comme s'il était assis à côté de toi et qu'il te racontait comment il a fait le film. C'est ça. C'est pour ça que les Blu-ray... Tu en apprends sur le film beaucoup aussi. Oui, tu vois le film aussi des fois carrément différemment. Les Blu-ray, maintenant, surtout quand tu achètes des éditions comme Criterion, c'est quasiment des écoles de cinéma. Là. Ouais. Tu sais, tu peux apprendre énormément de choses. Tu peux faire tu peux apprendre littéralement à faire des films avec ça. Et ça, c'est un film extraordinaire, ça. Parle-moi-en un peu de Peeping Tom, Michael Powell et... de Michael Powell. Michael Powell, oui. Effectivement, qui faisait des films un petit peu plus avant certaines comédies, là, on pourrait dire. Là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un film assez dark. Là. Ben, c'est un précurseur un peu des slashers en même temps. Oui, Peeping Tom, c'est sorti la même année que Psychose d'Alfred Hitchcock. Ouais. C'est aussi bon. C'est aussi bon. Puis même, je dirais même plus dark encore que... Oui, parce que le personnage principal, c'est un fou allié, là, puis il est inquiétant. Là. Ouais. Puis non, le film est tellement bien réalisé, puis c'est avant-gardiste. Ici, on a encore des Everyman... Ça, on appelle ça « Sauf qui peut la vie », si je me trompe. Oui, ça, c'est un autre Godard. Un autre Godard, oui. Ouais, good. Un Godard des années 80, je pense, c'est 1980. Oui, je le connais. Donc, oui. Ça, on voit les titres. Je l'aime un petit peu moins, celle-là. Tu l'aimes un petit peu moins?
qu'à bout de souffle, entre autres, là, mais en tout cas, Là, on tombe dans j'apprécie Seven Godard quand même. Samurai. Ça, c'est les gens, si vous connaissez pas ça, là, je sais pas, qu'est-ce que... tu sais, courez voir ce film-là. Seven Samurai, c'est comme Ouais. une des œuvres maîtresses de Kurosawa. Il y en a tellement. Oui, ben oui. Je vais faire prochainement peut-être un spécial sur Kurosawa. Oui, tu devrais. Mais je veux faire Kurosawa en 5 films. Essayer de trouver 5 films de Kurosawa, c'est tough. Parce En tout cas, que Seven Samurai, il va être là-dedans, ça, c'est sûr. ça, ce film-là, je pense que Ça, c'est moi. toi. Ça, c'est moi qui t'a fait découvrir Ça, ça. c'est carrément Rico qui m'a fait découvrir ce film-là. Salaud de Pasolini. Et ce film-là, tu ne regardes pas ça avec une date. Je m'excuse. Non, absolument pas. Il y a des choses assez étranges dans ce film et très perturbantes. Pasolini, c'est un des cinéastes italiens les plus intéressants de sa génération parce que c'était un activiste, un poète, il a fait beaucoup de choses, Pasolini. Ouais. Ça a l'air que quand il a fait son premier film, il s'était fait dire par un de ses maîtres, je pense qu'il était Fellini, ben là, va donc faire d'autres choses que du cinéma. Mais il a continué à faire du cinéma, puis il a fait un cinéma qui est vraiment unique. Ben, j'ai un autre film de lui aussi qui est quand même très, très mémorable. Si je me trompe pas, c'est celui-là. Catone. Ah, Théorème. Ah oui. Ah oui. Le cri cri à la fin du film dans Théorème, tu peux nous le montrer un peu pour les gens. C'est l'acteur qui joue là-dedans, c'est Terrence Stamp. Oui, Terrence Stamp, qu'on connaît même de Star Wars, hein, qui a joué dans un des Star Wars. Qui a joué dans Superman aussi, qui faisait Général Zod dans Superman. Oui, oui aussi. Là-dedans, il joue un rôle vraiment... on s'attend pas de le voir dans un film comme ça. C'est un film extraordinaire et qui parle... il y a toujours un peu un thème religieux, un peu, des fois, avec Pasolini. Oui, philosophique. Philosophique. Ouais. Mais le cri à la fin du film m'a marqué, c'est le cri de l'homme. C'est le cri de... Puis je me souviens que tu avais mentionné ça la première fois que j'ai vu ce film-là. Puis encore une fois, ce film-là, c'est grâce à toi que je l'ai regardé. En tout cas, je t'ai fait découvrir Pasolini. Ouais. Mais tout l'œuvre de Pasolini vaut la peine d'être vu. C'est Sancho de Balif. Oui, Sancho de Balif. Un film un petit peu moins connu que les Kurosawa, là. Mais, ça, c'est... le réalisateur, c'est Mizoguchi. Oui. Oui, il a fait des grands films, lui. Oui, il a fait aussi des grands films. Très intéressant comme film. Un petit peu une histoire d'une famille, là. Oui. Donc, on peut dire que c'est ça. Ici, dans tes critérions, ici, sur-dessus, c'est du Douglas Sirk. Oui. Qui était un cinéaste qui a inspiré beaucoup de cinéastes. Written on the Wind. Ouais. C'est ceux qui ont vu le film Pearl de Ty West, le deuxième de la trilogie. Oui. C'est inspiré du cinéma de Douglas Sirk. Oui. Tu sais, tu regardes parce qu'il y a un côté mélodramatique dans Pearl qu'on retrouve. C'est un des plus grands réalisateurs de mélodrames, Douglas Sirk. Puis il faisait mélodrame, souvent, on l'a sous le sens un peu péjoratif. Mais Douglas Sirk faisait de très grands mélodrames. Non, c'était fait très vraiment, touchant. c'était pas quétaine, comme on dit. Non, c'était touchant. Puis il a fait beaucoup de films avec Rock Hudson, qui semble être la vedette de celui-là. Celui-là, il y a 2 films ici que je n'ai pas vus encore. Okay? Ouais, donc, OK. Je dois avouer que je les ai pas Ils sont dans ta liste de films à voir. Ah, Jeanne Dillman. Ils sont dans ma liste de films à voir. Jeanne Dillman, il a été nommé dernièrement par la revue Sight and Sound, quand ils ont fait leur dernier palmarès des 100 plus grands films de l'histoire du cinéma, est devenu numéro 1 cette année. Je suis plus ou moins d'accord, mais c'est un très grand film. Ça serait vraiment un des plus grands films de tous les temps. Il reste que je l'ai pas vu encore, donc je suis très curieux. C'est un film qui est long, qui dure presque 5 heures. Oui. Donc, faut avoir un après-midi pour le voir. Il y a celui-là aussi que j'ai trouvé quand même intéressant. Je pense que c'est une réalisatrice. Puis il y avait pas beaucoup de femmes qui tournaient des films à cette époque-là. OK. C'est Dorothy Arzner. Oui, c'est une époque où, effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui tournaient. Il y a pas beaucoup de femmes qui étaient réalisatrices à cette époque-là. Là. Il y en a de plus en plus maintenant. Je vois ici The Last Temptation of Christ, oui. qui est un film. Moi, je le mettrais dans le top de moi, je suis pas... Une chose qu'il faut dire, je suis pas quelqu'un qui tripe sur les... Je me considère pas comme un chrétien ou quelqu'un comme ça, mais j'aime les histoires bibliques, les histoires de la... Je trouve que c'est des belles histoires. Je trouve que c'est peut-être ça avec l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Je pense que peut-être les 2 meilleurs films qui ont été faits sur le Christ. Oui.
C'est un film qui a été très controversé. Ils ont fait brûler des cinémas à l'époque. Effectivement, La dernière tentation du Christ, ouais, c'est effectivement très controversé. Là, on a un autre Kurosawa solide, The Hidden Fortress. Ouais. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est le film. Ce film-là Oui. a été une Inspiré. influence pour George Lucas. Oui. Là-dedans, il y a 2 personnages qui ont inspiré C3PO et R2D2. Oui, exactement. Ouais. Ça, peux-tu nous en parler un peu de Aksan? C'est un film... Aksan, c'est assez spécial comme film. Premièrement, c'est un très vieux film. C'est du cinéma muet, là. Ouais. C'est un film qui est comme à moitié... qui est fait comme un documentaire un peu, mais qui est pas tout à fait un documentaire. Je veux dire, Ça parle de la sorcellerie ça parle de la sorcellerie à travers le temps. à travers le temps. Puis, il montre des images d'archives, mais il y a aussi des images qui sont filmées, Qui ont été créées pour le film, mais qui sont faites comme un petit peu comme un documentaire, on pourrait dire. Mais en même temps, il y a des vraies archives, là, tu sais, puis des vraies choses. Il y en a beaucoup qui considèrent ce film-là. C'est très intéressant comme film d'horreur. Il est dans la liste certainement des 100 plus grands films d'horreur fantastiques de tous les temps. Ah oui, je suis d'accord. Exotica de Atom et Goyan, ça c'est extraordinaire. J'adore ce film, je l'ai vraiment dans mon cœur. Oui, c'est extraordinaire. Puis le côté sensuel du film, de l'œuvre. Ouais. Le côté mystérieux aussi avec Atom et Goyan. Oui. Si je me trompe pas, il y avait Elias Cotis qui joue là-dedans. Oui. Il est dedans, oui. Il y a Mia Kirshner qui est dedans. Il y a Bruce Greenwood qui est là-dedans aussi. Un acteur, des acteurs canadiens, hein, parce qu'il est canadien, Atom et Goyan. Children of Paradise, ça, c'est un grand classique de Marcel Carné. Ah oui, Les Enfants du Paradis. Ah oui, avec Arletty qui joue là-dedans. Je me souviens plus de tout ça. C'est très long, mais c'est très prenant. Ah oui, c'est un très grand film. Ici, Eve's Bayou. Ça, je connais pas ça. Eve's Bayou, ça, c'est une actrice qui est devenue réalisatrice, dans le fond, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs, qui veulent devenir des réalisateurs éventuellement. Le nom de la réalisatrice, c'est Casey Lemons, qui a joué dans Le Silence des Agneaux. Elle jouait la roommate de Clarice Starling dans Le Silence des Agneaux. OK, c'est elle qui a réalisé le film. C'est elle qui a réalisé ce film-là. C'est avec Samuel L. Jackson. Ah, c'est-tu bon? C'est un film qui se passe, évidemment, dans le Bayou, en Louisiane. Puis, il y a un meurtre, et puis c'est une actrice afro-américaine? Oui. Ça, il faut le mentionner, Criterion, depuis quelques années, sort beaucoup de films faits par des réalisateurs et des réalisatrices afro-américains et afro-américaines. En voilà un. Oui. Et tu savais qu'il y avait eu comme une espèce de controverse avec Criterion parce qu'on leur reprochait, il y avait un article qui était sorti il y a quelques années, on leur reprochait de ne pas sortir assez de titres avec des réalisateurs afro-américains. Et c'est rentré dans l'oreille de quelqu'un et c'est pas sorti par l'autre parce que depuis ce temps-là, quasiment tous les mois, ils sortent un film. Okay. C'était correct. Moi, je suis content qu'ils aient fait ça, dans le fond. Ouais. Ça a été un rappel un peu. Sortez-nous des œuvres de... Ça fait des découvertes un peu parce que c'est vrai que le cinéma afro-américain n'est pas si connu. Là. Il y a un côté underground un peu de beaucoup de ces films. Là. Ah, puis il y a tellement des belles œuvres là-dedans. Moi aussi, j'en ai découvert beaucoup sur des Critérions que j'ai achetés. OK, on continue un petit peu rapidement dans cette section-là. Easy Rider, évidemment, ça c'est un incontournable de Dennis Hopper. Ça, ce film-là, je l'ai entendu parler la première fois par mon père. Oui. Mon père, évidemment, qui est un gars qui avait un bicycle à gaz. Un boomer, un hippie des années 60. Y a-tu déjà eu un bicycle à gaz comme... Genre ça, je sais pas, je pense pas. Joe Padstone. Oui, Joe Padstone, effectivement. La Dolce Vita, ça, j'adore ce film-là de Fellini. C'est peut-être un... Mon préféré de Fellini. Ouais, je dirais peut-être le mien aussi, la Dolce Vita. C'est tellement... Il y a tellement de scènes mémorables dans ce film-là. Puis le parcours du journaliste qui est joué par Marcello Mastroianni. Ah oui. Tu sais, puis c'est un film qui est un peu dark par moment parce qu'il vit toutes sortes d'affaires un peu bizarres dans le film. Mais c'est un film qui se termine, comme à peu près tous les films de Fellini, sur une note d'espoir. Le personnage qui est devant la mer. C'est vraiment un très beau film. Puis il y a une image iconique, c'est la fameuse image devant la fontaine. Ça, c'est tellement iconique. Tout le monde connaît ça, même ceux qui n'ont jamais vu la Dolce Vita. Ouais. Les filles de Rochefort, ça c'est... les Demoiselles de Rochefort. Les Demoiselles de Rochefort. Ça c'est évidemment... Jacques Demy. De Jacques Demy, le réalisateur des Parapluies de Cherbourg. Oui. Ah, Mort à Venise, de Luchino Visconti. Là, tu parles. Là, ça, c'est vraiment un très grand film. Ouais, j'aime beaucoup ce film, ici...
On a Cris et chuchotements de Oui. Ingmar Bergman, Oui. qui est vraiment, encore une fois, une de ses œuvres Ça, c'est maîtresses. vraiment un chef-d'œuvre pur, là. Ouais. C'est un film triste parce que c'est une femme qui meurt, qui est dans son lit de mort, triste, avec ses sœurs, je pense, qui sont à son chevet. Les Bergman, c'est pas souvent joyeux. Non, mais c'est des œuvres qui sont très profondes, qui viennent vraiment nous chercher. City Lights, c'est un des meilleurs Chaplin. Ouais. On n'a pas besoin d'en dire long. Très drôle aussi, là. C'est un must de l'histoire du cinéma. Ça, on a du Satyajit-Ray, un réalisateur indien. Ce film-là est très peu connu, mais c'est un de ses meilleurs. Oui, ce qui est plus connu, c'est la trilogie Apu. Oui. Est-ce que tu l'as? Non. Non, tu l'as pas? C'est vraiment extraordinaire. Des fois, je prends des films aussi à la bibliothèque. Carnival of Souls. Ah oui! Ça, c'est... Si vous aimez le cinéma d'horreur et que vous n'avez pas ça dans votre collection, allez sur Amazon et commandez ça. Carnival of Souls, c'est vraiment unique. Les images, l'imagerie de ce cinéma-là. Ce film-là est extraordinaire. Donc, on a regardé un petit peu la collection. Et il y en a aussi dans faut que je vous montre Le Silence des agneaux. Oui, j'en ai parlé comme étant le film qui m'a fait apporter la passion du cinéma. Là. C'est vraiment ça, The Silence of the Lambs. L'édition Criterion. Ça, c'est l'édition Criterion Blu-ray. Qui est peut-être une des plus belles. Ouais. Rapidement, ici, on fait le tour un peu. Ça, c'est les parapluies de Cherbourg. Parapluies de Cherbourg. Ici, on a Pierrot le Fou, une autre œuvre, une des plus belles aussi de Godard. Oui. Les images de ce film-là, c'est-tu beau un peu, hein? Les couleurs. Oui, c'est ça. Puis, contrairement, c'est ça, À bout de souffle est en noir et blanc. Ouais. Puis c'est très, très, très réussi. Puis celui-là, il joue beaucoup sur les couleurs, hein, parce que il est très fort aussi sur le côté visuel, Jean-Luc Godard aussi. Là. En même temps, c'est un petit peu excentrique comme film. Là, son actrice, Anna Karina, qui est devenue sa compagne dans la vie, puis aussi qui était son actrice fétiche, est tellement belle dans ce film-là. Tellement, Belmondo et elle sont beaux tous les deux. C'est magnifique. Bonne chimie à part de ça. Moi, je pense quasiment que je préfère quasiment Pierrot le Fou à bout de souffle. Ouais. Pour la beauté des images, c'est... Ah, Pierrot le Fou, en tout cas, je veux pas te... Je veux pas argumenter avec toi. Seven Seals, ça, c'est vraiment un des grands chefs-d'œuvre de Bergman. Ceux qui le connaissent pas, vous le voyez peut-être pas sur la couverture, mais il y a une image iconique, c'est le chevalier qui est joué par Max von Sydow, qui joue aux échecs avec la mort. Ben oui. C'est c'est une image, c'est une scène que même les gens qui n'ont jamais vu ce film-là, qui connaissent pas Bergman, ils savent même pas c'est quoi, ils ne connaissent pas Bergman, ils connaissent cette scène-là de Max von Sydow qui joue aux échecs contre la mort. Ça, c'est une des images les plus iconiques du cinéma. On a Rashomon, je pense, à côté de Kurosawa. Encore. Ça, c'est peut-être un de mes préférés de Kurosawa. C'est une histoire qui est racontée sur le point de vue de différents personnages. Il y a eu un meurtre, puis là, c'est comme si on voyait un peu la même histoire racontée. Je pense que c'est 3 fois dans le film. 3 fois, je me trompe pas. Ouais. Puis, on a 3 versions différentes de la même histoire. Ouais. C'est vraiment réalisé de main de maître. Le prochain, c'est encore Michelangelo Antonioni. Oui, Red Desert. Tu sais que il était tellement perfectionniste, Antonioni, quand il faisait ses films, que sur Red Desert, qui est un film en couleur, à un moment donné, il trouvait que les feuilles, il a peint littéralement des feuilles, dans le décor. Oui, il y a une porte rouge dans le film que vous allez peut-être remarquer avec Monica Vitti, là, Monica Vitti est devant la porte. La porte rouge avait été peinte par Antonioni. Pour avoir vraiment l'image qu'il voulait à l'écran. Ouais. Donc, il était très, très, très... Ici, on a The Red Shoes qui, à mon avis, là, ça, visuellement, là, parlant, et c'est un film aussi qui a sûrement influencé Aronofsky quand il a fait Black Swan. Ah oui. C'est clair, c'est clair. Puis... c'est tellement évident. Puis la cinématographie de ce film-là, de Michael Powell, il est pas tout seul, hein. Je pense que c'est Michael Powell, puis Emmerich Pressburger. Pressburger, c'est ça, ouais. Ouais. Mais la cinématographie de ce film-là, là, je pense que c'est le Red Shoes, c'est un des films préférés de Martin Scorsese. Oui. C'est un des préférés. Il l'a souvent mentionné. Oui. Il en fait souvent mention. Et de sa monteuse Thelma Schoonmaker aussi, qui en parle souvent de ce film-là, comme une référence. Ça, c'est un petit film intéressant des dernières années. Oui, d'Alfonso Cuarón, qui était sorti sur Netflix. Oui, qui était sorti sur Netflix. Ils l'ont sorti en Criterion.
Oui, c'est bien que Criterion fasse ça. Rosemary's Baby. Ah oui, ça c'est un des grands films d'horreur aussi, là. Un des plus grands. Un des plus grands. De Roman Polanski. Moi, Polanski, c'est un de mes réalisateurs préférés, je dois le dire. Ah, Malgré toutes tu sais, toutes les scandales. Les blabla, ouais, qui est autour, là. Mais moi, je suis capable de faire la part entre Ouais, c'est ça. l'œuvre et le bonhomme. C'est un grand cinéaste, oui. On peut pas le dénier. Indéniable. Brian De Palma Sisters, avec Margot Kidder qui est là-dedans. Oui. Margot Kidder. Un autre grand De Palma, là. Oui, c'est tellement difficile de dire c'est quoi les meilleurs. Ici, on a 37,2 le matin. Ah oui, avec la belle Béatrice. En anglais, ils appellent ça Betty Blue, là, mais c'est 37,2 le matin. C'est un film français. Ça, c'est la version non censurée, c'est assez osé. Oui, oui, hein? assez osé. Effectivement, Béatrice Dalle, là, elle cache pas grand-chose. Il y a Jean-Hugues Anglade qui joue là-dedans aussi. Oui. Vanishing ce film-là, quand je l'ai vu, de Georges Luizer. Ça m'est resté dans la tête longtemps après la finale, on vous révélera pas la finale, mais non, on ne révélera pas la finale. Ça va vous hanter longtemps. Ça marque. Ouais. Ici, on a du Jean Vigo. Oui, Jean Vigo qui a réalisé seulement 3-4 films dans sa vie. Il est mort très jeune, à 29 ans. Mais quel film il a réalisé avant de mourir. Vraiment, c'est à voir, là. Oui. Il a réalisé... Il y a à propos de Nice, Paris, 0 de conduite, mais c'est surtout l'Atalante qui a marqué l'histoire du cinéma. Là. Puis l'Atalante est souvent dans la liste des... moi, j'ai souvent vu des palmarès des 100 meilleurs films de tous les temps. L'Atalante est souvent dans cette liste-là. Ouais. Ouais, presque toujours. Ici, c'est un film assez particulier. Ah oui, c'est bon, ça. Oui, c'est bon. Tuki-Bouki. C'est un film qui de l'Afrique. C'est du sénégalais, si je me trompe pas. C'est du sénégalais, oui. Dis-moi donc rappelle-moi le nom du réalisateur qui a fait ça. Oui, c'est... ce sera pas long. J'avais beaucoup aimé ça, moi, Tuki-Bouki. C'est vraiment Diop Mbeki. Ouais. Assez particulier comme film aussi. Ici, on a Vivre sa vie, rapidement. Encore un autre Godard. Vivre sa vie, Godard avec Anna Karina qui est très belle là-dedans. Rules of the Games, la règle du jeu de Jean Renoir. Ici, on a The Piano, Jane Campion avec Harvey Keitel. Et ici, The Others. Oui. Une belle sélection d'un film Criterion. Et on a un autre très bon film des dernières années, là. The Worst Person in the World, là. Excellent film. J'ai jamais vu celui-là. Ah, tu devrais le voir. Je te le conseille fortement, je le conseille à tout le monde. Je vais suivre ton conseil parce que d'habitude, c'est toujours de très bons conseils. On peut passer ici. Oui. Peut-être. Petite section ici de films. Un peu plus, des films un peu plus vieux. Ici, j'ai mis beaucoup de vieux films, là. Okay. Les années 20, 30, 40. Sont-en quelques-uns? Regardez, j'ai Citizen Kane, là. Oui, Citizen Kane, ce coffret-là. Citizen Kane, c'est un coffret. Ça, c'est un beau coffret. Il y a un livret à l'intérieur. 70e anniversaire, c'est super beau comme coffret, là. Il y a un documentaire, je pense, qui est intéressant sur le tournage du film là-dessus. Oui. Je vois Sergei Eisenstein, c'est deux films. Battleship Potemkin et Strike. Ça, Eisenstein, ça a été un des réalisateurs le plus importants du cinéma en ce qui a trait le montage. Le montage a beaucoup influencé d'ailleurs même des cinéastes américains. Oui, c'est le cinéma. On dira ce qu'on voudra sur l'ère soviétique, mais Eisenstein, là, il a marqué vraiment le cinéma. Ben le cinéma serait pas devenu ce qui est devenu sans lui. Oui, effectivement. Évidemment, ça c'est connu, Apocalypse Now, c'est tout un coffret, là. J'ai une question à te poser. Oui. Puis à propos d'Apocalypse Now. Oui. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est le Final Cut. Final Cut, mais il y a plusieurs cuts dessus. Il y en a 3. De toutes les versions d'Apocalypse Now, t'es-tu comme ben du monde, comme moi, par exemple, qui trouve que la meilleure version d'Apocalypse Now, c'est l'original. La première version qu'ils ont sortie. Moi, je trouve que c'est la meilleure. Le Final Cut est quand même très, très bon. Ouais. Mais j'aime beaucoup moins Redux. Parce que Redux, je trouve qu'il y a des scènes, non, j'aime pas tellement Redux. Il y a des scènes qui ont été allongent le film inutilement. C'est pas pour rien qu'ils ont été coupées la première fois, c'est parce qu'ils étaient pas si bonnes. Non, mais qui rallongent le film. Le souvenir, pour moi, Apocalypse Now, ça va toujours rester la version d'origine. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui! Picnic at Hanging Rock. Et ça, c'est un méchant beau. Montre-nous ça. Ça, Anthony, je dois te dire, c'est un des films que tu m'as fait découvrir, ça. Oui. Picnic at Hanging Rock. Oui. Je le connaissais de réputation, mais je l'avais jamais vu. Ça, regardez-moi ça, la belle édition. Des images avec ça. Ça, c'est quelle édition? C'est-tu Imprint, ça? Ça, c'est Second Sight. Second Sight. Oh.
Et puis, tu as même le roman. Oui, qui vient avec. Oui, tu as le roman, puis tu as un livret. Ben moi, j'ai l'édition Un Criterion, puis un j'ai le livret roman aussi, aussi là. dans l'édition Oui, c'est Criterion. ça. Regarde, ça, Ouais. c'est le roman de Ouais. John Lindsay. Puis ça, ben, c'est tous des articles, là, des critiques, etc., là, sur le film, là. Ça, c'est un film qui est tellement énigmatique, un peu comme l'Aventura. Oui, Ça parle de la disparition de pas une femme, mais de oui, trois femmes, je pense, qui disparaissent au début. oui. En Ils fait, il y en a disparaissent quatre. Ouais, près d'une espèce de rocher qui s'appelle Hanging Rock ouais, en Australie, qui est proche là-dedans, ça se passe dans une école de jeunes filles ouais, qui s'en vont pique-niquer littéralement à Hanging Rock. ouais. Il y a à un moment donné, tout le monde s'évanouit. Tout le monde perd connaissance. Puis on sait pas ce qui Et est. il y a trois filles qui sont allées avec une institutrice dans les Ouais, montagnes, dans le rocher, et ils vont disparaître. On sait c'est pas ça. qu'est-ce qui est arrivé. C'est ça. La façon dont c'est filmé, hein? Quand on voit les rochers au début, on a l'impression qu'ils sont vivants. Le rocher a l'air vivant, a l'air d'un personnage dans le film. C'est presque un film d'horreur au début. Ouais. Ça a une ambiance de film d'horreur, Puis, mais ça n'est pas tout à fait un film d'horreur. c'est pas un film d'horreur, Non. mais on a presque l'impression, quand le film finit, qu'on Ouais. a assisté à un genre de film d'horreur. Tout à fait d'accord Parce avec que toi. le La film nous perception reste est dans bonne. la tête, puis on est comme, hein, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Ouais. C'est vraiment été, moi, Tout à c'est fait. une des expériences les plus uniques que j'ai eues à regarder un film. Là, on a Hitchcock. Oui, bien sûr, on a quelques Hitchcock. C'est, que serait J'ai Rear Window, Fenêtre sur cour, Vertigo, Sueur froide, North by Northwest, La mort aux trousses, Psychose, bien sûr, et The Birds, les oiseaux. ça c'est vraiment on peut dire l'essentiel. Moi, je considère comme étant l'essentiel pour moi, là. Ouais. Effectivement, de Hitchcock, là. C'est les Mais plus graves. évidemment, C'est les classiques les plus connus. il y en a Hitchcock. tellement fait, là. Il y en a tellement fait. Ça, c'est, Ça, c'est un beau coffret c'est de JFK. de JFK d'Oliver Stone. Trouves-tu que c'est son meilleur film, JFK? Oui. Ouais, moi, je trouve que c'est son meilleur. En tout cas, c'est ça. C'est dans ses. Platoon, c'est très bon, mais JFK, c'est son JFK, meilleur. c'est Ouais. au niveau du montage. Ouais. Tu sais, c'est un film qui ressemble un peu à ce qu'on voyait dans les années 70. Tu sais, les films comme Les Hommes du Président, Ah oui. The Manchurian Candidate, ça Ah a oui. vraiment le même esprit un peu. Ouais, c'est Mais sûr, encore plus poussé au niveau du montage puis de le l'exploration montage est cinématographique. extraordinaire dans ce film-là. Il avait gagné l'Oscar d'ailleurs. Il y a des acteurs, oui. Il y a des acteurs aussi, un paquet d'acteurs là, très talentueux dans ce film-là. Là. Kevin Puis, Costner. Kevin Costner, évidemment, joue le vrai avocat Jim Garrison, là, qui a été le seul comment je dirais ça, amener quelqu'un en cours pour l'assassinat de JFK. Là. Mais en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Non. Ici, Pioneers, First Woman Filmmakers. Ça, ce sont des femmes qui ont fait du cinéma, à l'époque du cinéma muet. Ce sont un petit peu les premières les pionnières du cinéma muet féminin, là, tu sais, de femmes qui ont réalisé des films, là. Il y a des trucs vachement intéressants là-dedans. Il y a des courts-métrages puis il y a des longs-métrages. C'est vraiment très intéressant, là. C'est un beau set, là. Oui, magnifique. Très bien fait. Ensuite, je tombe ici, dans le Claude Chabrol. Claude Chabrol, oui. Oui. C'est un petit coffret qui s'appelle Twisting the Knife. Puis là, tu as quelques films de Claude Chabrol, là. Et qui aimait beaucoup le cinéma policier. Oui, qui était, c'est ça, les thrillers suspense, là, c'est très Claude Chabrol, ça. Bon, good. Et Ringu? Oui, et ici, j'ai le petit coffret de Ringu aussi. Ça, c'est les versions asiatiques du film. Oui, c'est pas The Ring, là. Le film, on avait découvert cette série-là un peu avec le film avec Naomi Watts qu'on avait vu au cinéma. Oui. Mais très bon aussi. À l'origine, ça vient tout de là. C'est des films asiatiques. Oui. Après ça, on tombe dans des petits classiques qui sont des vieux films un peu. Il y a The Abyss, là, ça c'est moins vieux, 89. Moi, je ne considère pas ça vieux tant que ça, là. Non. Mais il y a The African Queen. African Queen. Un autre Godard, Alphaville. Oui. Chef-d'œuvre. Avec Anna Karina encore. Oui, encore avec Anna Karina. Évidemment, tout le monde connaît Beetlejuice. Oui. Voyez-vous que as-tu aimé la suite de Beetlejuice? C'était passable. Moi, j'ai pas tellement embarqué dans la suite. J'ai eu de la misère un petit peu. Ici, on a un autre film, une très grande influence du cinéma. C'est un film qui est vachement controversé, ça. Et qui est très controversé parce qu'évidemment, on va avouer que c'est raciste. Ouais. Ensuite, il y a
Le cabinet du docteur Caligari, The Cabinet of Dr. Caligari, un autre grand classique de l'expressionnisme allemand. Quand on parle du cinéma expressionniste allemand, c'est peut-être le phare Oui, du je pense cinéma que c'est expressionniste. un petit peu comme à bout de souffle pour la nouvelle vague française. Là, le cabinet du docteur Caligari, c'est le film symbolique là, de Puis, l'expressionnisme aux allemand. amateurs de films d'horreur qui écoutent, on peut-tu dire, si vous avez pas ça dans votre collection, Vous hein? n'avez pas ça dans votre Il vous collection, manque toute une il pièce, vous là. manque quelque chose, oui, ça serait une nécessité. Parce que encore aujourd'hui, ce film-là fonctionne. Oui, Fonctionne. ça se regarde encore très bien. Film muet, puis C'est les divertissant, images. puis oui. Ça, Évidemment, Close Encounters of the Third Kind, La rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Ça, c'est le film que Spielberg, il y avait Truffaut qui avait fait des jokes un peu là-dessus. Il dit, Okay. on dirait que tu finiras jamais ce film-là. Parce qu'il a fait comme 3 fins, il a retourné des scènes. Moi, je suis un gros amateur de baseball en passant. Oui. Donc, j'adore beaucoup Field of Dreams, qui est le film de baseball de selon moi, là. Ben, c'est tellement touchant. C'est quasiment un film de Walt Disney en même temps, parce que c'est un film qui, tu sais, c'est un homme, c'est l'histoire de l'amour d'un homme pour son père. Oui, c'est surtout ça, oui. Puis, c'est un film sur le baseball en même temps, tu as raison, qui rend un hommage à un des plus beaux sports américains. Oui. Ben, dans ton cas, c'est ton préféré. Toi, tu es un amateur de baseball. Oui. Un fan fini des Blue Jays de Toronto. Oui, tout à fait. The Godfather, on a-tu besoin d'élaborer là-dessus? Hein? La trilogie, c'est les trois films qui sont là-dedans. Là. Je pense que c'est un classique que tout le monde connaît. The General, avec Buster Keaton, qui est peut-être le film, un des films les plus impressionnants de l'histoire du cinéma, parce que il y a des cascades là-dedans que, oui. Tu sais, je suis pas certain qu'on réussirait à refaire ce film-là. C'est vraiment une œuvre unique. Tu sais, la scène, la poursuite à la fin avec des locomotives, où littéralement, Buster Keaton, il risque sa vie dans quasiment chaque scène, chaque plan du film. Non, c'est vraiment extraordinaire. Puis c'est drôle en même temps. C'est divertissant, très divertissant. C'est vraiment divertissant. Pourtant, évidemment, il y a Gone with the Wind aussi, qui est très connu, là. Ouais, Gone with the Wind. Autant n'emporte le vent. Je vois ici, OK, on a des classiques. Metropolis, évidemment, de Fritz Lang. Oui. Qui est un film que ça a pris du temps et beaucoup d'années avant de réussir à remonter ce film-là, qui avait des bouts qui étaient perdus. Ça, c'est vraiment la version définitive du film. Le complete, hein, l'édition complète, mais ça a pris du temps. Metropolis complete. Il y a eu toutes sortes de versions de ce film-là. Ça, je pense que ça vaut la peine de le mentionner aussi. Oui, Nosferatu, mais oui. La version de 1922, bien sûr. Sont toutes bonnes, les versions de Nosferatu que j'ai vues. Celui-là, c'est le classique, mais celui que fait le dernier était très bon. J'avais aimé le dernier. Celui qui a tourné aussi le réalisateur allemand, là, Herzog. Ouais. C'était avec Kinski. Il était bon, celui-là aussi, oui. Ici, on a Sunrise, un autre film muet, 1927, si je me trompe pas. Ça, c'est Sunrise, c'était... c'est un petit peu une histoire d'amour, c'est romantique un peu, là. Oui, je l'ai vu, mais c'était quel réalisateur donc qui avait fait? C'est Murnau, hein? Oui, c'est Murnau aussi. C'est Murnau qui a fait Sunrise. Qui a fait Nosferatu aussi, donc. Puis t'as Les Vampires ici, au bout de... Oui, intéressant. Ça, c'est du cinéma français. Oui. Louis Feuillade. Oui. Qui était inspiré vraiment un petit peu de la bande dessinée. Oui. Des romans policiers aussi. Ça a été restauré par la Cinémathèque. Vraiment des trésors du cinéma. Et It's a Wonderful Life, qui, à mon avis, un autre film très connu. Le plus beau film de Noël à écouter. Oui, je pense que oui. C'est tellement une belle œuvre de Frank Capra. Donc, oui, vraiment du beau stock ici. Il y a quelques films ici qu'on peut voir. Anora, que j'ai pas vu encore, qui a gagné l'Oscar. Que j'adore. Tu l'as vu? Oui, puis je suis totalement d'accord avec... l'Académie ont bien choisi cette année. L'Académie, oui. Ici, on a Once Upon a Time in the West, chef-d'œuvre de Sergio Leone. On n'a pas besoin trop d'en parler, les gens le connaissent. Ça, c'est le dernier film qui a été fait sur Bob Dylan. Bob Dylan. Oui. L'as-tu aimé? Oui. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai vu au cinéma. Qu'est-ce que tu penses de la performance de Chalamet? La performance de Chalamet est extraordinaire. Elle est spot on, comme on dit. Vraiment un film, on n'entend pas assez parler dans l'œuvre de Spielberg de celui-là. Je l'aime beaucoup, c'est un de mes préférés de Spielberg. Puis, il y a une raison pour ça aussi, c'est qu'il y a une affiliation avec Stanley Kubrick. Oui. C'est Kubrick qui voulait faire... Mais je pense que Kubrick voulait produire le film et le faire réaliser par Spielberg. Oui. Ça se peut-tu? Il y a eu un bout de temps que c'était ça, oui. Mais après ça, quand Kubrick est décédé,
C'est Spielberg qui a repris Oui, exactement. Il a écrit le scénario, il l'a réalisé. C'était vraiment... C'est la fin touchante. Vraiment... Oui. Darkwater, moi, ça fait partie des grands classiques que j'ai pas vus, ça, dans le cinéma d'horreur. Ah, oh, ben là, ça, c'est... Ça, c'est un peu dans la lignée, j'imagine, de Ring. Ringo, oui, ce c'est genre-là. le même réalisateur, c'est Hideo Nakata. Puis, c'est-tu aussi bon? Oui, c'est aussi bon, vraiment. C'est plus l'histoire d'une mère et d'une fille, là. C'est comme plus philosophique encore. Ça, Giant, c'est de George Stevens. C'est un des plus grands films de George Stevens. Oui. Puis, quelle interprétation de Rock Hudson, qui est très touchant là-dedans. Puis, oui, et bien sûr. Puis James Dean. Bien sûr, notre cher James Dean, eh bien oui. Elizabeth Taylor, qui joue là-dedans aussi. Face to Face. Oui, un autre Bergman. Oui. Qui est moins connu, un peu. Oui. Dans sa filmographie. Il était pas Criterion, celle-là. Les meilleures intentions. Oui. Ça, c'est Billy Auguste. Écrit par Ingmar Bergman. OK. Il a même fait un roman de ce livre, de ce film-là. The Great Beauty, qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu encore? Non, je l'ai pas vu encore. Les 3 films ici, je les ai pas vus. Moi, j'avais eu un petit peu de misère avec le film. C'est un hommage au cinéma de Fellini, c'est vrai. Ah oui? Par les images seulement. Parce que je trouve que dans le traitement du film, le film est un peu trop sombre, je trouve, pour ressembler vraiment du Fellini. Ah, OK. Mais c'est vrai que dans le traitement des images, ça peut faire penser à... Mais The Great Beauty, oui, écoute, c'est... j'avais aimé, mais pas autant que je... T'es mieux placé que moi parce que je l'ai pas vu encore. Exhuma, ça, c'est un film d'horreur. Et ça aussi, c'est un film d'horreur. Les Asiatiques, là, en passant, là, sont très, très bons dans les films d'horreur. On voit quelques livres de cinéma ici. Oui, oui, bibliothèque écoute, de cinéma. il y en a un ici de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Ouais. Magnifique livre. Des behind the scenes, plein de photos du film, descriptions, etc. Parce qu'il y aurait d'autres à part de ça que je pourrais mentionner. Mon Dieu, The Movie Book. Oui, un beau livre sur Godard. Il y a un livre extraordinaire sur la biographie ultime de Godard. Ouais. Ah, en tout cas, une belle bibliothèque. Et là, on va passer à une autre section de ta vidéothèque. La section, je dirais, mélangée. Ouais. Tout est mélangé un peu. En haut, c'est les giallo, j'imagine? Oui, il faut mentionner les giallo parce que pour moi, ça me tient vraiment à cœur. C'est un de tes genres préférés. C'est un de mes genres préférés et c'est précieux ces films-là pour moi. Ouais. Ça, c'est le genre de film là, que je ne passerais pas à n'importe qui. Mais tu m'en as passé à moi. Je le passerais à Eric parce que à Rico parce que je sais très bien que Rico en prend soin puis il va me le remettre. Mais non, c'est très précieux pour moi ces films-là. Je vais en mentionner une coupe. Oui, ben on avait voulu faire un spécial, on le fera à un moment donné sur Sergio Martino. Oui, justement, un film de Sergio Martino. All the Colors of the Dark. Un des grands réalisateurs du giallo. Bon. All the Colors of the Dark. Dirais-tu que c'est ton préféré, Martino? Oui. Oui. J'aime beaucoup Argento, par exemple. Et ça, c'en est un Argento, ça. Ben, Argento, tu sais... The Bird of the Crystal Plumage. Oiseau au plumage de cristal. Oui, c'est un film, ça, qui est fort du giallo. Mais pour les gens qui connaissent pas le giallo, là, le giallo, c'est un genre qui a été inventé par Mario Bava, réalisateur italien, qui était le père de Lamberto Bava, qui avait réalisé les films Démons. Et on pourrait dire que le premier vrai de vrai, c'est celui-là. Il avait fait un film quelques années auparavant qui était The Girl Who Knew Too Much, qui est considéré peut-être comme le premier giallo. Mais je dirais le pré-giallo, ça serait... Oui, pré-giallo. Mais le premier vrai de vrai, là, celui-là où on voit un tueur avec des gants, où on voit la couleur, le beat du film, tout est là. Dans Blood and Black Lace, c'est l'ADN du giallo est là. Oui, ça c'est selon moi le premier giallo, oui. Qui est connu également sur le film. On l'a vu l'autre fois dans la vidéo IMAX. C'est 6 femmes. Atelier de la mort, mais c'est 6 femmes pour l'assassin. Oui. Ici, j'en ai un autre qu'il faut que je mentionne. Là. C'est The Case of the Bloody Iris. Ça, c'est nouveau. Hein? Tu viens de l'avoir, celui-là. Oui, ça, c'est... c'est un nouvel éditeur. C'est un nouvel éditeur. Ils ont juste distribué 2 films jusqu'à maintenant. C'est Celluloid Dreams. Ouais. Et je les ai les 2. L'autre, c'est une magnifique, encore meilleure box set, là. Short Night of Glass Dolls. Ça, c'est un film, un giallo assez particulier aussi, parce que le personnage, dans le fond, il est pas conscient le long du film, puis c'est un petit peu dans sa mémoire que l'histoire est racontée. Ça, ici, ce qu'on voit en haut, ça venait avec le
T'as eu ça avec ces Ouais. éditions-là? Oui, j'ai eu ça avec les éditions de Celluloid Dreams, parce que j'ai fait des précommandes. Et puis, c'est ça, c'est des affiches de publicité, dans le fond, des films, là. Ah, c'est magnifique, c'est super beau. Ici, c'est The Case of the Bloody Iris. Toutes sortes d'images des films. Je trouve ça magnifique. Ben oui, certainement. J'en ai commandé de France aussi, directement de France. Ça, c'est un film que tu m'avais fait découvrir, La maison aux fenêtres qui rit. Oui. Le réalisateur, c'est Pupi Avati. Oui, Pupi Avati. Ça, moi, je dirais vraiment que c'est dans le top 5 des meilleurs. Là. Un des meilleurs giallo, définitivement. Il y a tellement une ambiance unique dans ce film-là. Il y a un autre film que j'ai commandé directement de France, de la compagnie Le Chat qui fume. C'est celui-là ici, Photo interdite d'une bourgeoise. Oui, oui. L'as-tu aimé celui-là? Oui, je l'ai aimé beaucoup. Très intéressant comme film. Évidemment, un autre Argento. Opéra, oui, oui. Ça vaut la peine d'être vu, ça. Pour découvrir Argento, là, Opera en est un des bons. Et puis, mon Dieu... Je vois à côté de New York Ripper, de Lucio Fulci. De New York Ripper. Ça, c'est une belle édition qui est sortie chez Blue Underground. Vous voyez un petit peu le dessus, qui est le slipcover, qui est comme... C'est un 3-disc. Oui, il y a même la version française dessus. Oui, puis il y a un CD dessus aussi. Il y a la trame sonore. La trame sonore est ici. Un des slashers les plus violents de l'histoire du cinéma. Oui, effectivement. Très violent. Ouais. C'est très sombre. C'est un personnage, un tueur en série qui se déguise en Donald Duck. Ouais. Il tue de façon assez épouvantable. Les meurtres sont très graphiques. Ouais. My Dear Killer, je me souviens que tu me l'avais prêté celui-là. Ça c'en est un bon aussi. En fait, je les aime tous. Hein. Les giallo là, que j'ai, là, c'est parce que si je les ai, c'est parce que je les aime. Ça, c'est une belle édition de Ténébré de d'Argento encore. Hein? Wow, c'est une superbe édition. Ça, c'est-tu Arrow Video? Non, ça, c'est Synapse. Synapse? Ah ouais. Hey, c'est magnifique. Hein? Ça, j'imagine que tu as un booklet là-dedans. Puis, oui, oui. Plein d'affaires. Torso, ça. Ça, c'est du Sergio Martino aussi. Ça, c'est du solide, ça. Ça, encore une fois, on peut te dire que ça fait préséance sur le gros cinéma slasher qu'on va voir dans les années 80. Ça, là, le torso, là, j'appellerais ça le premier body count film. Ouais. C'est-à-dire un film comme Vendredi 13 ou Halloween, genre. Ouais. Où il y a beaucoup de tueries. Mais surtout la finale dans la maison. Oui, oui. C'est assez gore, là. Selon moi, là, en tout cas, moi, je le considère comme ça, c'est le premier body count film. Torso. Oui, Torso de Sergio Martino. Peux-tu nous en montrer encore quelques autres? Des Jello, peut-être pas toutes, mais les plus... What Have You Done de Solange, un autre très bon aussi. Oui. D'Alamano. Ensuite, on a, mon Dieu, ici, il y a de... Oui, c'est un beau coffret, ça. C'est un beau petit coffret. Il y a 2 giallo dans ça. C'est de Killer Dames. Il y a voyons, The Red Queen Kills 7 Times et The Night Evelyn Came Out of the Grave. 2 très, très bons giallo d'un cinéaste un petit peu moins connu, Miraglia. Là, t'as le coffret Umberto Lenzi oui, ça, faut que je le avec montre. Carol Baker. Ça, il faut que je le montre aussi. Carol Baker a fait des films avec Umberto Lenzi, qui a aussi fait beaucoup de giallo. Ouais. Donc, c'est toute la collection des films qu'elle a fait avec lui. Là. Puis ça, c'est vraiment un beau coffret. Là. Puis Carol Baker, qui est une actrice américaine, qui, on peut les montrer, là, les boîtiers sont vraiment beaux. Orgasmo. So Sweet, So Perverse. Ouais. C'est tous des bons films. Hein? A Quiet Place to Kill. Ouais. C'est tous des films oui, c'est ça, c'est des bons films. Knife of Ice. Et voilà. C'est une actrice américaine qui a eu une carrière, si on veut, en Italie, qui a fait du cinéma un peu en marge du cinéma américain. Oui. Bien qu'elle faisait aussi, apparaissait beaucoup dans des films américains également. Ici, j'ai des films plus récents. Là. Je peux peut-être mentionner The Substance. Oui, ben oui. Que beaucoup de gens ont aimé quand même, là, mais évidemment, c'est assez étrange et excentrique. Là. Mais c'est un excellent film. J'ai beaucoup quand même aimé. C'est marquant. On va un petit peu plus bas. On a du cinéma d'horreur. On est ici, je vois Zombie Holocaust. Oui. Zombie Holocaust, qui est un film de mélange un peu de genre, de film de cannibale, de zombies. Oui, un des bons films de zombies. Je considère d'ailleurs le film de zombie par excellence. The Beyond.
The Beyond l'Aldila Un de autre film que tu m'as fait Lucio découvrir. Fulci. Hein? Lucio Fulci. Ouais. Puis c'est une belle édition pour de ça. Il y a une trame sonore dans ça et c'est magnifique. Ça, c'est l'édition qui vient de Ça, c'est Grindhouse. Grindhouse Releasing, ouais. Ouais. Puis ça, ce film-là, tu m'avais fait découvrir ça. L'imagerie encore là de ce film-là. Dès le début du film, tu vois un gars se faire littéralement crucifier dans un genre de sous-sol. Ouais, avec, il y a la fameuse araignée qui est en train de manger le visage d'un personnage dans le film. Ouais. Il y a des zombies, il y a un peu de tout là-dedans, mais c'est un film unique. Une atmosphère d'horreur qu'on n'a pas vu. L'atmosphère est très, très importante dans ce film-là aussi. C'est un film d'atmosphère. Dirais-tu que c'est le meilleur de Lucio Fulci, oui, à ton avis? Le meilleur de Lucio Fulci. C'est son masterpiece. Oui. Qu'est-ce que je pourrais mentionner d'autre? Voyez-vous ici, je sais pas s'il y en a qui reconnaissent The Godfather. Oui, ben oui. Il y a Cannibal Ferox, une autre très belle édition de Grindhouse Releasing aussi. À côté de Cannibal Holocaust. Et bien sûr, Cannibal Holocaust, qui est très connu. Ça, ces éditions-là, c'est le fun parce que ça vient avec un CD, avec les trames sonores. Les trames sonores. C'est vraiment... C'est drôle parce qu'il y a de la bonne musique. Les trames sonores sont très bonnes dans ces films-là. Oui. Évidemment, ici, j'ai Carrie. Là. Un autre Brian De Palma. Je vois que tu as un Bertolucci là-bas que j'aime beaucoup. 1900 de Bertolucci. Oui. Peux-tu nous le montrer? Ça, c'est vraiment un film exceptionnel. C'est un film qui dure, 5 heures à peu près. Oh oui. Mais c'est des tableaux, littéralement. On peut quasiment l'écouter en 2 ou 3 parties. Il y a Robert De Niro là-dedans. Oui. Il y a Donald Sutherland, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Oui. C'est vraiment magnifique. Un film extraordinaire. Magnifique film. Amer, je me souviens que tu m'avais montré ça, ce qui est un hommage au Giallo. Oui. Amer. C'est qui dans les réalisateurs? C'est un couple, je pense. Oui, c'est un couple. Un homme et une femme, bien sûr. Qui étaient des fans de Giallo. Je vais vous dire ça. Hélène Catet et Bruno Forzani. Oui. C'est des Français. Qui étaient des fans de Giallo. C'est un hommage, ce film-là, oui, au cinéma de Giallo. Exactement. Qu'est-ce que je verrais d'intéressant là-dedans? Juste pour vous montrer comment j'ai différents genres. Ici, j'ai Annie Hall de Woody Allen. Ah, qui côtoie pas loin Cannibal Holocaust. C'est ça, fait que j'ai pas juste des films d'horreur. Avec Annie Hall, on voit quelques Woody Allen, Blue Jasmine ici, qui est très bon. Boyhood, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps, qui est un film de Richard Linklater. Cinéaste intéressant. Le Breakfast Club, là, qui ont fait leur réunion des 40 ans dernièrement. Oui, Breakfast Club. Avec tout le cast qui était réuni pour un des films de ma jeunesse. On voit le cube, les lamentations, il ne touchera pas. Moi, j'ai pas envie que Pinhead arrive dans la pièce. Et on voit ici, en dessous ici, évidemment, des films d'horreur un peu plus récents comme Midsommar, qui a marqué dans les dernières années. Last House on the Left, de belle édition, Arrow Video, du film de... Oui, ça vaut la peine de montrer ça. De Wes Craven. Très belle édition. C'est un film, ça. Last House on the Left. Il y a un livret avec tout ça. Ouais. C'est vraiment un film marquant, qui est un remake d'un film d'Ingmar Bergman, qui est le remake du film La Source de Bergman. Oui. Tu savais? Le savais-tu? Sais-tu? Je ne savais pas. The Virgin Spring de Bergman. Ah, ok, The Virgin Spring. Non, je ne savais pas. J'ai pas vu de ce Virgin Spring. C'est un des seuls que j'ai pas vu. Moi, je le savais pas avant de voir le film. Parce que quand j'ai vu The Virgin Spring, j'ai fait l'histoire de Last House on the Left. C'est la même affaire. Puis le film est aussi glauque. Ils ont tout simplement fait un remake du film de Bergman. Donc, je vais regarder The Virgin Spring. La seule affaire qui marche pas dans le film de Wes Craven, c'est les 2 polices qui ont l'air idiots. Là. Tu sais, ça vient faire une rupture de ton, littéralement, avec le reste. Qu'est-ce que je pourrais mentionner ici? Évidemment, il y a le premier Halloween. De John Carpenter. Est-ce que dans la série Halloween, tu en as aimé d'autres que le premier? Pas tant que ça. Moi, j'ai pas tellement aimé. Tu vas peut-être être surpris, mais j'ai hésité longtemps avant d'écouter les films de Rob Zombie. Je les ai aimés. Ces 2 Halloween. Tu les as aimés, ceux-là? Je les ai aimés. J'ai trouvé que c'était vraiment qu'il allait ailleurs, qu'il faisait quelque chose de vraiment unique. C'était extrême. C'était extrême. C'était du Rob Zombie. Le premier film, la première partie, c'est un film de Rob Zombie. La deuxième partie du film, c'est un hommage au film de Carpenter. Puis le deuxième, il est vraiment parti dans le champ gauche. Il a vraiment fait quelque chose une espèce de cauchemar que moi, j'ai vraiment embarqué dans son trip. Je respecte la perspective. Voyez-vous, le cinéma, on expérimente ça de différentes façons quand on regarde un film. Hein. Mais moi, tout le monde m'en avait tellement dit du mal que finalement, j'ai aimé le film. Dans le bas ici,
pour terminer rapidement. Ah, Pieces, On fait- Pièces, on peut le Ouais, mentionner. puis ça, ce qui est une autre édition de Grindhouse Releasing. Encore, bien sûr. Un autre superbe Ici, coffret. on a Recycle, qui est un film asiatique encore, Oui. d'horreur. Je le connais pas, celui-là. Oui, il est pratiquement introuvable. C'est-tu récent? Ou... Non, c'est les années 90. OK. Ouais, fin Tu 90. dis que c'est dur à trouver? Oui, j'ai attendu longtemps avant de le prendre, Pulse. avant de l'acheter. Pulse, c'est un autre film asiatique encore, un film d'horreur très épeurant. Puis, Comme A Tale of Two Sisters, oui, ça, qui est oui. également très épeurant, là, vraiment. Là. C'est une belle petite édition aussi. Là. Ça, tu l'avais déjà en DVD à un moment donné, hein? Oui, Tu l'as je l'avais racheté en DVD, ouais. dans une édition. Celui-là, je l'ai racheté. On a vu. Ça, faut que je le mentionne aussi. Là. Oui, Thesis. Thesis, une Oui. belle édition allemande. Moi, je l'ai aussi, cette édition. Très, très belle édition de ce film. De Ah, ben tiens, Abenabar. on peut toujours mentionner Taxi Driver de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Un des meilleurs Scorsese. Texas Chainsaw Massacre, qui est à côté ici. Oui. Bien sûr, Leatherface. ça prend ça dans sa collection de films d'horreur. Je vois La vie d'Adèle. Moi, c'est Ça, c'est un DVD, mais oui, c'est La vie d'Adèle. l'année où ce film-là a remporté la Palme d'Or Ouais. au Festival de Cannes. C'était Steven Spielberg qui était le Ah oui? chef du jury, Ah oui? qui avait été celui qui avait vraiment insisté pour que ce film-là soit nommé Ok. meilleur film. Ah, vois-tu, je me souvenais pas de ça. Puis il n'y avait même pas une nomination sur Oscar. Aucune. Non. Aucune. Non. Et vraiment, c'est un... c'est un... Un dernier que je veux mentionner, The Wicker Man. c'est The Wicker Man. Oui, ça, c'est extraordinaire. Assez particulier comme film. C'était quasiment un musical d'horreur. Oui, Un film d'horreur musical. avec Christopher Lee. Puis c'était le film préféré de Christopher Lee. Oui, ça a été son rôle préféré. Donc, écoute, ça fait un petit peu le tour de ta collection. Je vois qu'il y en a quelques-uns ici sur le bureau. Oui, il y a peut-être les Vendredis 13, là, une belle petite collection de Ouais, 8 c'est les films. Vendredi 13, les Nightmare on Elm Street, Ouais. des films un peu plus... On voit la trilogie de Ty West qui est magnifique, là, Maxine, Pearl et Ouais. X. J'ai les trois. T'as du Pete Walker. Pete Walker ici, très important. Pete Walker, c'est un Britannique. cinéaste britannique Ouais. qui faisait du cinéma de genre. Ouais. C'est pas tous des films d'horreur, mais Non. la plupart. Ouais. La plupart. On voit Hannibal ici, la suite de Silence of the Lambs. Et la série que tu as aimée aussi. La série, oui. Avec, la série avec Mads Mikkelsen, que j'ai beaucoup aimé j'ai aussi. beaucoup aimé. Ici, c'est des téléséries, là. Ouais. Donc, ça fait le tour un peu. Bon, écoute, merci Un peu beaucoup. pas mal. Ben oui. Alors, tu as été très généreux, Anthony, de nous faire la tournée de ta vidéothèque. Alors, écoute, Ben, ça a c'était été... un plaisir, parce que ça me passionne. Oui, c'est ça, c'est un beau voyage. Est-ce que tu comptes continuer à faire grossir cette collection-là? J'essaie d'être plus sélectif. Oui. Mais les films que je prends maintenant, c'est vraiment des films qui me sont très, très chers, là, tu sais. Qu'est-ce que tu À moi, penses là. un peu du... Faut que je te pose la question, du médium streaming à cette heure. Est-ce que tu es Ben, le streaming, contre pour... moi, je préfère le média physique, là, le physical Ouais. media, là. Mais, parce que, tu sais, je veux dire, le streaming, tu trouveras jamais une édition comme ça sur le streaming, là. Non, Je veux dire, tu sais, avec des making-of, puis tout ça. Bonus, le un booklet qui est à l'intérieur. Un booklet, puis des affiches, puis des choses comme ça. Mais le streaming, il y a quand même des bonnes choses aussi, là. Je veux dire, faut être ouvert d'esprit. Ouais. Mais je préfère le média physique de loin. Mais Alors- avec mes enfants, entre autres, je regarde beaucoup de streaming aussi, là, donc je suis pas fermé non plus. Alors, merci beaucoup, Anthony, Oui. de nous avoir fait le tour de ta collection. Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci, là. Bye-bye. T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? OnRegardeUnFilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, OnRegardeUnFilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. OnRegardeUnFilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo de Montre-moi ta collection. Vous avez vu qu'Anthony Patstone a une super belle collection. Ça fait différent. On avait Max dans la première vidéo qui le montrait, sa belle collection de VHS. Aujourd'hui, on avait un collectionneur qui avait des DVD Blu-ray 4K, une belle collection.
Et on va continuer durant l'été à aller rencontrer des collectionneurs, des gens passionnés comme moi, comme vous. Alors, restez à l'écoute du Ciné-Club de Rico, abonnez-vous à la chaîne. Et mes chers amis, faites attention à vous et soyez présents dans quelques jours pour plein d'autres vidéos et plein d'autres beaux sujets sur le cinéma qui vous attendent sur la chaîne du Ciné-Club de Rico. Salut tout le monde!